Bon, je crois qu'on va commencer. C'était pour ne pas attendre les retardataires que on avait décidé d'ouvrir la salle depuis 19h30, histoire que les gens puissent se connecter avant 20h. Donc, il est 20h02, je crois qu'on va commencer. Je m'appelle Nourdine Akinosho. Ok, merci. Les meilleurs noms ont été reçus. Donc, je m'appelle Nourdine Akinosho. Je suis digital stratégiste à Transversal. Je suis à Cotonou, au Bénin. Ce soir, on va parler de l'outil Google Analytics. On va notamment parler de, de comment débuter, comment prendre les marques ou se familiariser avec l'outil Google Analytics. Je ne sais pas, est-ce que tous ceux qui sont là, est-ce qu'ils ont déjà des sites web ou pas? Bon, mais on verra bien. Donc, alors, Transversal, c'est une entreprise de conseil et d'exécution qui accompagne les entreprises de la réflexion stratégique à la réalisation de leurs projets ou services. Donc, nos expertises sont conseil, stratégie, business development, développement technique, formation et exploitation de solutions digitales. Voilà un peu le plan du webinaire de ce soir. Le webinaire sera en trois grandes parties. La première partie sera... Non, ok. Voilà le plan de webinaire. J'avais mis l'introduction avant le plan. Le plan de webinaire, c'est ça. On va voir le fonctionnement de Google Analytics. Nous allons voir comment ouvrir un compte, la configuration, les KPI de base, les vues. Après, nous allons faire un tour dans les principaux rapports pour suivre les performances. On aura une visite guidée de chaque rapport et de l'interface des rapports. Après, on aura à mesurer vos objectifs, voir comment mesurer et traquer vos canaux marketing. Donc, voilà en gros le plan. Alors, nous allons faire une petite introduction. Google Analytics, c'est quoi? C'est un logiciel en ligne, un logiciel de type SaaS, donc pas d'installation. Tout se passe dans le navigateur. C'est un produit gratuit de Google. Et c'est l'outil d'analyse web le plus répandu dans sa catégorie. Google Analytics sert à quoi? À observer les interactions de vos visiteurs avec votre site Internet, enregistrer ces interactions dans une base de données, organiser ces informations pour simplifier leur utilisation. Après, pourquoi utiliser Google Analytics? Sans lui, impossible de comprendre comment vos visiteurs utilisent votre site. Le nombre de fonctions et de rapports intimide, mais l'outil est compréhensible. Un internaute, un incontournable du domaine. Vous trouverez de l'aide facilement sur Internet. Avant de continuer, pour ceux qui ont des sites web, je vais juste dire que dans l'analyse des performances d'un site web, généralement, nous avons 4 performances, c'est-à-dire les performances techniques, les performances UX, les performances SEO et puis les performances marketing de façon globale. Donc, c'est les 4 types de performances qu'on suit
sur les sites web de façon générale. Mais Google Analytics s'inscrit beaucoup plus dans la dernière qui est qui sont les performances marketing. Donc, bon, ça permet en quelque sorte aussi d'apprécier les performances SEO, mais bon, c'est beaucoup plus orienté en marketing. Je ne sais pas s'il y a des questions, vous pouvez mettre les questions dans l'outil de discussion. Là, ça va me permettre d'y répondre au fur et à mesure où, si vous avez des zones d'ombre. D'abord, on peut continuer. Seulement, ça dit qu'il n'entend bien, qu'elle n'entend rien. Est-ce que c'est la même chose pour tout le monde bien? Allô? Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon déjà au niveau de ces messages. Oui, Fola entend. Bon, je ne sais pas si ça va faire, est-ce que c'est bon ou pas. Donc, nous allons poursuivre. Alors, nous allons aborder le fonctionnement de Google Analytics. Alors, déjà, nous allons voir comment créer un compte. Donc, pour créer un compte, vous allez sur Google Analytics, soit vous vous loguez, genre, si vous avez déjà dans votre navigateur un compte Google, genre Gmail, qui est connecté par défaut. Donc, vous n'aurez qu'à choisir ce compte-là pour continuer. Là, moi, j'ai quelques comptes Gmail, donc je choisis le compte. Ou soit vous aurez à créer un compte Gmail pour pouvoir accéder à l'outil Google Analytics. Donc, généralement, quand vous ouvrez le Google Analytics pour la première fois, vous arrivez sur cette interface-là. Et c'est sur cette interface que vous allez créer ce qu'on appelle une propriété. Une propriété. Une propriété, ça peut être un projet. Non, oui, ça peut être un projet. Vous donnez le nom. Vous donnez le nom du compte sans, par exemple, si c'est je vais créer un compte pour les webinars, je crée le compte pour les webinars. Après, maintenant, je peux créer une propriété. La propriété, ça, c'est un projet spécifique qu'on attache à un compte. Donc, le projet peut être le thème du webinaire de ce soir, Google Analytics. Genre, la propriété peut être le thème du webinaire de ce soir, Google Analytics. Et après, Google va créer automatiquement ce qu'on appelle une vue. Je vais switcher dans le navigateur pour qu'on puisse voir. Bon, là, je suis directement dans mon compte Google Analytics. Mais je vais retourner à l'accueil pour qu'on puisse voir ensemble comment se présente l'accueil de Google Analytics.
Bon, ça m'a ramené directement dedans. Je vais peut-être changer de navigateur. En attendant que le navigateur s'ouvre. Donc, on a la partie où on crée, vous cliquez sur le bouton là pour créer un compte. Après, vous ajoutez une propriété. Donc, voilà, quand on clique, on entre le nom du compte. Tout ça, c'est des différents offres que Google propose. Donc, généralement, on coche tout pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des services. Et en bas, vous aurez euh, à cocher la case d'accord, d'acceptation des conditions générales d'utilisation de l'outil. Donc voilà, une fois que le compte est ouvert, vous aurez à créer une propriété. Et la propriété peut être soit un site web, une application, et tout récemment, depuis quelques mois, Google combine les deux, le web et l'appli. Donc, voilà. Donc, pour configurer une nouvelle propriété, lorsque le compte est créé, une propriété est créée automatiquement. Complétez les informations. Complétez les informations pour obtenir le code de suivi. Le code de suivi, c'est un code JavaScript que vous devez mettre sur toutes les pages de votre site web pour permettre à Google de suivre les activités des internautes sur la page. Donc, je mets Google. Donc, voilà. Donc, voilà un peu pour se connecter à Analytics. Donc, vous cliquez là et ça doit vous rediriger vers la connexion à votre compte ou la création d'un compte. Comme on l'a vu tout à l'heure, soit vous sélectionnez un compte existant que vous utilisez déjà, ou soit vous créez un autre compte, utilisez un autre compte genre, pour vous connecter. Donc, je reviens ici pour vous montrer, je vais vous montrer la création d'une nouvelle propriété sur mon compte. Donc, ça, pour accéder à la création d'une nouvelle propriété, donc, vous cliquez sur la partie administration.
Donc voilà, sur un compte, vous pouvez créer jusqu'à une cinquantaine de comptes et 25 vues par compte. Donc là, vous faites comme ça. C'est la, voilà, si vous devez enregistrer une propriété. Donc voilà un peu ce que vous aurez. Vous aurez à indiquer le nom de la propriété, l'URL du site. Et bon, généralement, Google va créer une vue par défaut. Et puis, vous aurez à remplir à choisir le mode d'affichage et puis vous validez. Donc, donc après avoir ouvert un compte et enregistré une propriété, vous avez le code de suivi qui est un code JavaScript que vous allez mettre sur votre site web. Maintenant, si vous utilisez les CMS, WordPress, PrestaShop, Magento, Shopify et consorts, généralement, ces CMS disposent de plugins ou bien de modules dans l'interface administration qui vous permettent d'ajouter soit facilement le code, soit uniquement l'identifiant de tracking qui se présente généralement sous cette forme UA- le numéro -1. 1, ça veut dire que c'est la première propriété que vous avez enregistrée sur le compte. Donc, au fur et à mesure que vous allez ajouter des propriétés sur un compte, il y aura 2, 3, 4, 5 qui viendront. Donc, on va faire un petit récap. Voilà un peu comment se présente la structure de Google Analytics. Donc, on a les comptes Google Analytics et dans les comptes, nous avons les propriétés. Et ces propriétés peuvent être des sites web ou des applications mobiles et tout récemment, les deux à la fois. Et dans ces propriétés, nous avons les vues. Donc, on peut créer différents vues. Donc, il est possible d'ajouter des propriétés jusqu'à 50 propriétés par compte et jusqu'à 25 vues au sein de chaque propriété. En général, un compte est égal à une entreprise. Chaque propriété collecte les données de manière indépendante à l'aide d'un ID de suivi unique inclus dans le code de suivi, le fameux UA-INSINSINS. Des filtres peuvent être appliqués au niveau des vues pour segmenter les données. Les filtres sont des critères que vous entrez pour segmenter les données. Donc, je vais retourner dans l'administration pour vous montrer donc voilà. Au niveau de la vue, là, on est au niveau de la vue native data. Donc là, bon, ça, on verra on verra ces paramètres plus tard, mais voilà, ici, vous pouvez créer des filtres. Donc actuellement, là, je n'ai pas de filtre créé, mais généralement, voilà,
vous ajoutez le nom du filtre et vous pouvez choisir d'inclure, de traquer les trafics allant vers un nom de domaine ou venant de... Donc voilà un peu. Généralement, on voit cette configuration dans Google Analytics avancé. Donc voilà. Après, les KPI de base. Les KPI, pour ceux qui ne sont pas habitués à ces acronymes, les KPI, c'est Key les indicateurs clés de performance en français. Donc, dans Google, on parle d'utilisateurs, on ne parle pas de visiteurs. Donc, le premier KPI qu'on aborde généralement dans Google, c'est le nombre d'utilisateurs. Après, un utilisateur est une personne anonyme que Google Analytics définit via une séquence de caractères appelée ID, insérée dans un cookie du navigateur. Donc, Google Analytics fonctionne sur les cookies. Et si vous décidez d'utiliser Google Analytics pour traquer le comportement des utilisateurs sur votre site web, il serait bien pour rester conforme à la législation béninoise, notamment le code du numérique, d'indiquer à vos utilisateurs que vous utilisez des systèmes de cookies pour qu'ils soient informés. Donc, cette idée client est créée dès que l'utilisateur est détecté pour la première fois et envoyé à l'outil à chaque hit ou appel. L'appel le plus courant étant le chargement de page web ou de page vue. L'outil peut ainsi regrouper les appels et les attribuer aux utilisateurs liés. Donc, voilà un peu visiteur connaissant. Quand l'utilisateur est déjà venu une fois, le cookie existe. Donc, mais quand l'utilisateur vient pour la première fois, le cookie est créé et un numéro lui est attribué par la même occasion. Alors, vous allez peut-être dire que ce n'est pas toujours efficace. Oui, cette manière de fonctionner, elle n'est pas fiable. Elle n'est pas fiable dans la mesure où les cookies peuvent être effacés par l'utilisateur ou encore l'utilisateur peut basculer en mode de navigation privée où l'utilisateur peut changer de device. Genre, je vais sur un site, je me connecte avec mon téléphone. Google Analytics va prendre ça pour une première visite, une nouvelle visite, ce qui est normal. Mais si je retourne après sur ce même site web avec mon ordinateur de bureau, Google va encore m'identifier comme un nouveau utilisateur et va encore générer un nouveau ID, ce qui n'est pas forcément le cas, car je suis la même personne et j'ai juste changé de device. Alors, après, nous avons les sections. Donc, une section, c'est quand la personne arrive sur le site, il y a une nouvelle section qui commence. Donc, il fait les visites, peut-être une, deux, trois pages. À chaque fois qu'il visite une nouvelle page, la session continue et la session prend fin 30 minutes après la dernière activité. Donc, si la personne fait 30 minutes et ne fait plus rien sur le site web, la session va finir et quand il va revenir, il sera obligé de recharger la page pour pouvoir lancer une nouvelle section. Donc, une section est la durée d'action, est la durée de l'ensemble des actions que fait un utilisateur sur un site web. Et la session prend fin
après 30 minutes d'inactivité à partir de la dernière action. Je suis bloqué à ce niveau. Je n'ai pas compris. Si tu peux activer ton micro et dire un peu. Oui, allô? Oui. Oui, au fait, j'ai créé mon compte analytique. Et là, il faut mettre le niveau, il faut mettre le code pour pouvoir accéder à la partie suivante. C'est là où j'ai été bloqué. Ok, d'accord. Bon, on verra ça dans la phase des questions et réponses, si tu permets. Oh, ok, merci beaucoup. Donc, après les sessions, l'autre KPI intéressant à suivre, c'est le taux de rebond. Lorsqu'un visiteur atterrit sur votre site web et le quitte sans voir une autre page ou faire une quelconque action traquée, on dit que cela génère un rebond. En d'autres termes, le taux de rebond est le ratio de vos visiteurs qui n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient lorsqu'ils sont arrivés sur votre site. Un taux de rebond supérieur à 50% doit être examiné par rapport au type de la page. Il n'est pas surprenant, par exemple, d'avoir un taux de rebond de 80% pour un article de blog. Si vous prenez les blogs ou où vous allez lire un truc une fois en passant, c'est normal que le taux de rebond soit élevé parce que c'est au cours d'une recherche, peut-être vous avez vu une publication sur Facebook qui en fait la mention et que ça vous a intéressé et que vous êtes allé, vous avez lu juste l'article et puis bon, vous êtes passé à autre chose. Là, sur les blogs, c'est 50%, ça n'a pas plus de 50%, même 80% de taux de rebond. Ce n'est pas encore si grave. Maintenant, s'il y a d'autres types de sites sur lesquels les taux de rebond sont à, à, à réduire au minima pour ne pas dépasser le seuil des 50%, notamment les sites e-commerce, les sites euh, certains sites d'information poussés ou les sites de type SaaS. Après, nous avons les vues. Donc, les vues, c'est au niveau de la vue que se fixent les objectifs Google Analytics permettant de suivre les objectifs du site achat, inscription, téléchargement et que peuvent s'appliquer les filtres inclus ou exclus. Donc, je vous avais montré là où on créait les vues, là où on créait les filtres dans les vues. Donc, c'est à ce niveau où vous avez le report. Genre, Google vous traduit, vous présente chaque donnée et le traduit sous forme de statistiques et de graphes. Donc, on avait vu ce tableau-là. Donc, vous pouvez définir des objectifs. Ça peut être cliquer sur un lien, télécharger un truc ou même mettre en place des filtres pour suivre euh, des schémas de votre pipeline. Genre de comment vous avez séquencé le parcours client sur votre site web. Donc, Google permet de créer trois types de vues. Donc, on a ce qu'on appelle le raw data. Le raw data, c'est la vue créée par défaut par Google Analytics. Et après, nous avons les vues tests et puis les vues maîtresses. Les vues tests sont, c'est la vue sur laquelle vous allez peut-être tester
la configuration des objectifs, la configuration des filtres, par exemple. Une fois que vous avez mis ça, vous avez testé, est-ce que ça marche? Est-ce que Google Analytics arrive à capter correctement les informations relatives à ces tests, à l'accomplissement des objectifs et tout. Une fois que c'est bien fait, c'est bien configuré, que ça marche, vous allez maintenant apporter cette configuration au niveau de la vue maîtresse. Et c'est au niveau de la vue maîtresse que vous aurez maintenant les rapports, les statistiques liées à la configuration des objectifs ou pour suivre les filtres que vous avez mis en place. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas se mettre maintenant à voir comment on configure ces objectifs et ces vues pour faire du tracking parce que c'est un peu compliqué et on aura à s'intéresser à un autre outil de Google qui est le Google Tag Manager. Donc, voilà. Comme on a dit que c'est Google Analytics, comment débuter sur Google Analytics. Donc, on va essayer de faire un peu court et de voir, de vous donner une vue d'ensemble sur les différentes possibilités qu'offre l'outil. Donc, on revient au plan. On va partir maintenant à l'étape 2 pour voir les principaux rapports pour suivre notre performance. Alors, visite guidée des principaux rapports. Donc, généralement, quand on arrive sur l'interface, on a temps réel. Le temps réel nous indique le nombre de personnes qui est connecté, qui est présent sur le site actuellement. Donc, je retourne, je suis venu dans l'interface Google Analytics. On va prendre un site au hasard et on va voir comment ça se présente. Alors, là, on est dans on a 3 utilisateurs en ligne actuellement. On a 3 utilisateurs en ligne. Je reviens au PowerPoint le temps que la page s'actualise. Donc, le temps réel nous indique le nombre de personnes présentes en ligne et leur comportement actuellement. Après, nous avons les rapports d'audience. Les rapports d'audience affichent les caractéristiques de vos visiteurs, genre sexe, démographie, genre ils viennent de quel pays, ils parlent quelle langue. Voilà les informations qu'on a dans les rapports d'audience. On a après les rapports d'acquisition. Les rapports d'acquisition nous permettent de savoir d'où viennent les visiteurs. Est-ce que c'est d'une recherche Google? Est-ce que c'est d'un site tiers? Est-ce que c'est des réseaux sociaux? Est-ce qu'ils arrivent à partir d'un mail? Après, nous avons le comportement. Le comportement permet de voir ce que ces utilisateurs font sur notre site web, c'est-à-dire les pages sur lesquelles ils arrivent, les pages sur lesquelles ils sortent, les pages qu'ils ont visitées, de quelle page ils sont passés à quelle autre page. Et la dernière, le dernier groupe de rapport, c'est la conversion. Et généralement, c'est beaucoup plus utile au site e-commerce.
C'est beaucoup plus utile au site e-commerce. Et il y a des modules, des plugins complémentaires qu'on active pour pouvoir traquer les ajouts, paniers, les clics sur boutons, les achats. Donc, voilà. Je vais retourner sur mon interface pour qu'on voit ce que la page est déjà chargée. Donc, voilà. Donc, ici, actuellement, sur le site, nous avons 3 personnes. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez 2 personnes qui lisent cet article-là et une personne qui lit cet article. Donc, je vais essayer d'ouvrir pour qu'on puisse voir l'étendue de ce qui se passe actuellement sur ce site web. Donc, voilà, ici, on a les rapports d'audience, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les rapports d'acquisition, les rapports de comportement et les rapports de conversion. Bon, il y a comment appelle-t-on? Ceci qui, comme vous le voyez, est en bêta test. Donc, c'est les rapports d'attribution. C'est nouveau. Donc, je ne peux dire grand-chose dessus actuellement puisque je suis aussi en train de me familiariser avec pour le moment. Donc, là, on est sur le temps réel, par exemple. Voilà comment l'interface se présente en temps réel. On voit qu'on a 2 personnes. Il y a une personne qui s'est connectée sur... Bon, vous voyez, ça a changé. Là, on est à 2 personnes sur mobile et puis une personne sur ordinateur. Donc, voilà les 3 pages qui sont consultées actuellement. Il y a quelqu'un qui est en France et il y a une autre personne aux États-Unis. Donc, vous pouvez passer pour voir la zone géographique, les sources de trafic, les événements. Bon, ici, c'est beaucoup plus un site d'information. Donc, il n'y a pas d'événement particulier à traquer. Donc, je retourne au PowerPoint. Alors, les données d'audience, on a les données démographiques. Comment ramener mon menu en français? On verra ça après. Donc, on a les données démographiques. Je vais vous montrer ça ici. Audience. Donc, voilà, pour les données vues d'ensemble de l'audience. Donc, là, par exemple, les données démographiques. Donc, âge, sexe. Donc, voilà. Nous avons, on a 54,8% d'hommes pour 42, et les différentes tranches d'âge qui sont représentées dans les utilisateurs. Donc, voilà un peu. Après, on peut voir les centres d'intérêt. Donc, voilà un peu. Tout ça là, toutes ces informations sont basées sur les pratiques ou bien les usages que
que ces différents utilisateurs font généralement sur le web. Et comme Google est hyper présent sur le web, ça permet de traquer pas mal d'informations qu'ils mettent à notre disposition. Donc là, par exemple, il y a la langue. Mais la langue, Google détermine la langue dans le cas d'espèce à partir de la langue du navigateur. Par exemple, moi, mon navigateur est en français. Donc, du coup, la langue que Google va m'attribuer quand je vais visiter un site, c'est la langue française. Donc, voilà un peu. C'est pour ça que ici, par exemple, si on prend les langues ici, vous voyez, ils ont mis français, français. Et ici, on a anglais, US, on a même français, Canada, donc, français, Togo. Donc, voilà. Donc, compte tenu de la langue, c'est compte tenu de la langue du navigateur, de l'utilisateur que Google détermine la langue. Après, nous avons les pays qui visitent beaucoup plus le site. Donc, nous avons la France, qui est le premier site qui visite beaucoup. Après, donc, là, nous avons les top 10, mais nous pouvons aller plus. Et par défaut, Google nous montre les chiffres sur les 7 derniers jours. Donc, si vous voulez étendre ou bien choisir une plage horaire plus longue, plus courte, donc vous cliquez sur la partie où il y a les dates et puis vous choisissez puis le début et vous choisissez la fin et puis vous faites appliquer. Vous avez aussi le choix de faire une comparaison. Donc, dans la comparaison, vous déterminez aussi les différentes périodes que vous voulez configurer. Maintenant, si vous choisissez une période, si vous choisissez par exemple une période, les 3 derniers mois, vous pouvez les comparer aux 3 derniers mois précédents, ces 3 derniers mois, ou soit vous pouvez les comparer aux 3 derniers mois à la même période de l'année passée, ou soit vous pouvez personnaliser, choisir vous-même des dates. Donc, voilà les rapports démographiques. Donc, nous avons aussi les rapports technologiques. Au niveau de technologie, ça nous permet de savoir quels sont les navigateurs utilisés, les différents navigateurs utilisés par les trucs là, par les internautes. Donc ici, nous avons les dimensions. Les dimensions, genre sur les lignes, nous avons les dimensions. Donc Chrome, Safari, Android, Opera Mini, Firefox, Samsung Internet Edge, tout ça, c'est des dimensions. Donc ici, vous pouvez changer les dimensions. Et les colonnes nous donnent les statistiques. Donc ici, la dimension active est navigateur, donc je peux passer de cette dimension à système d'exploitation. Donc tout à l'heure, au début, j'ai dit que pour suivre l'analyse des performances d'un site web, nous avons 4 types de performances, les performances techniques, les performances UX, les performances SEO et les performances marketing. Donc ici, par exemple, sur tout ce qui touche à la technologie, ça fait rapport, c'est par rapport aux performances techniques, ça vous permet d'apprécier. Est-ce que ça ne vous permet pas d'apprécier est-ce que le site fonctionne correctement sur tous les navigateurs, mais ça vous permet
par exemple, si vous voulez faire peut-être une refonte et que vous devez changer de voir un peu les outils, les devices sur lesquels, ou bien les navigateurs sur lesquels les gens vous visitent le site le plus pour pouvoir choisir des technologies qui s'adaptent correctement à ces différents navigateurs ou bien un système d'exploitation, tout ce que vous voulez au fait. Donc, voilà un peu à quoi peuvent servir ces différents rapports. Donc, vous pouvez aussi voir vue d'ensemble, genre les appareils mobiles. Donc, voilà, mobile, desktop, les proportions. Sans surprise, on voit que le mobile est en tête des supports sur lesquels le site est consulté. Après, il y a le PC, puis la tablette vient finir. Bon, après, nous allons passer. euh, comme on vient de faire pour tout ce qui est audience, nous allons aussi faire une incursion pour voir les différentes options qu'on a euh, dans les rapports d'acquisition. Donc, on peut voir les différents canaux, les différents canaux. Donc, voilà. Bon. Là, on a recherche organique. Donc, on a recherche organique, on a direct. Recherche organique, c'est quand la personne fait une recherche dans le moteur de recherche de Google et qu'il clique sur le lien, les liens qui apparaissent sur la page des résultats de Google et il arrive sur le site. Il y a ceci, c'est quand la personne tape quand la personne tape directement l'adresse URL dans son navigateur pour arriver sur le site web. Quand c'est les réseaux sociaux ou quand la personne vient par exemple d'un autre site, ce truc-là. Donc, nous avons les supports, les sous-supports. Sous-supports, c'est pratiquement la même chose, genre, c'est d'où viennent les trafics. Donc, je, on va voir, ça permet par exemple, avec ces rapports, vous pouvez examiner vos sources analyser vos sources de trafic. Donc, une façon d'analyser ces sources de trafic, d'abord, est de voir est-ce que la source vous apporte assez d'utilisateurs. Donc, par exemple, ici, Google a hiérarchisé les sources qui apportent plus de, de visiteurs par rapport à d'autres. Par exemple, on a Yahoo Search qui apporte 8 personnes. Quand Google Search, dans la recherche de Google, apporte plus de 2000 personnes. Donc, ça permet de voir la pertinence des sources. Maintenant, l'autre chose est de voir aussi la qualité de la source. Et pour apprécier la qualité de la source, vous pouvez voir le taux de rebond affecté à, à chaque source. Si la source, vous, vous voyez que les visiteurs qui arrivent de cette source ont, ont un taux de rebond élevé, ça veut dire que cette source n'est pas forcément pertinente pour vous parce qu'il vous amène des utilisateurs qui ne sont peut-être pas, ou certainement pas dans votre cible. Donc, vous pouvez aussi traquer vos campagnes Google, genre les campagnes Google Ads. Dans Google Ads, aujourd'hui, nous avons les publicités AdWords et puis les publicités display. Donc, on peut traquer vous pouvez suivre ces différentes campagnes et voir, bon, ici, on n'aura rien puisque nous n'avons
nous n'avons pas de campagne, nous n'avons pas configuré. Voilà. Comme vous le voyez, on n'a pas de résultat pour ce rapport et Google nous invite à essayer. Donc, voilà. On peut même traquer les réseaux sociaux, une vue d'ensemble sur les réseaux sociaux pour voir quels sont les réseaux sociaux qui apportent plus de. Donc, ici, on a Facebook qui apporte une grande partie, sinon la totalité. Après, on a LinkedIn, Twitter et Pinterest. Donc, voilà un peu. Donc, après les rapports d'acquisition, nous avons les rapports de comportement. Donc, on peut activer un vue d'ensemble du rapport de comportement. Donc, voilà, sur les derniers jours, les pages qui attirent beaucoup de visiteurs. Donc, on a une page de destination. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les pages de destination, les pages sur lesquelles les utilisateurs arrivent généralement. Donc, ici, on a les 10 pages qui ont attiré plus de visiteurs ces derniers temps. Après, on a les pages de sortie. Les pages à partir desquelles les utilisateurs ont quitté le site web. Comment distingue-t-on les pages? Comme tu le vois ici, par exemple, ici, nous avons comment l'appelle-t-on? Les pages de destination et pages de sortie. Mais maintenant, plus généralement, tu vois, chaque page, ici, tu as l'URL de chaque page. Donc, ça te permet d'avoir une idée claire de la page. Si c'est un article et tout, comme chaque article a un URL, tu peux, en cliquant ici, par exemple, ça va nous ouvrir le rapport détaillé. Tu pourras voir le titre et tout, tout ce qu'il y a à savoir sur l'article. Maintenant, si c'est des sites web d'e-commerçants ou si c'est des landing pages pour faire des promos spécifiques que vous avez, là, il va falloir pousser un peu la configuration de Google Analytics pour pouvoir traquer ces pages de manière plus spécifique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faire ça, nous aurons besoin de mettre des tags et on doit faire appel à Google Tag Manager pour gérer ça. Donc, voilà un peu les rapports qu'on a dans les rapports de comportement. Donc, voilà, vue d'ensemble, les pages de destination, la page d'accueil est visitée par 1000 et quelques personnes. Donc, voilà un peu. Et voilà, comment on appelle-t-on, le circuit. Le circuit que suivent les gens. La personne vient peut-être pas à la page d'accueil et va sur cette page. Bon, vous voyez un peu le. Donc voilà, je ne sais pas si vous comprenez. Il est venu sur la page, il a fait cette première interaction. Allô? Écoute, je suis passée chercher mon staff. Donc, la personne a fait une première interaction. Ça veut dire que il a chargé une nouvelle page. Il a cliqué pour voir une nouvelle page. Il a poursuivi sa session. Il a fait une deuxième action. Et puis, il a fait une troisième. Il a visité une troisième page. Donc, ici, on voit clairement que. Donc, voilà les trois étapes. C'est dans ces trois étapes qu'on a les plus précis. Donc, pour voir
les étapes qui suivent, vous n'aurez qu'à cliquer sur ce bouton-là pour voir les trucs qui suivent. Ça vous permet d'analyser, genre, je ne sais pas s'il y a des gens qui s'y connaissent en SEO ici, d'analyser la performance de votre stratégie de netlinking interne, genre de maillage de liens internes entre vos différentes pages sur votre site web. Ça vous permet aussi d'apprécier un peu comment ce maillage fonctionne. Donc, après, nous avons les rapports de conversion qui s'appliquent généralement au site e-commerce. Donc, ici, vous le voyez, il y a les objectifs. Donc, il faut définir ces objectifs dans la vue et assigner des actions que l'utilisateur doit accomplir pour qu'on considère que l'objectif est atteint. Après, nous avons tout ce qui touche au e-commerce. Donc, rien n'est configuré puisque on est sur un site d'information ici. Donc, et en plus, on aura besoin de certains modules complémentaires pour pouvoir suivre tout ça. Donc, ici, par exemple, on a les entonnoirs multicanaux. Donc, ça veut dire il y a le pipeline de vente, genre le parcours client ou bien le parcours de conversion sur le site. Voilà. Donc, il faut définir tout ça là. Après, transformer tout ça là en objectif, en événement que Google Analytics peut traquer. Donc, je vais revenir dans la diapo. Donc, on a vu un peu, comment on appelle-t-on, les rapports d'audience. On les a vus. Après, nous avons aussi vu tout à l'heure les données géographiques pour voir les pays dans lesquels on est les plus lus et tout. Après, nous avons aussi vu les différents appareils sur lesquels les internautes se connectent le plus. Après, nous sommes allés sur, comment appelle-t-on, les rapports d'acquisition. Nous avons vu les sources et les supports. Alors, on va faire un petit rappel. Imaginez le support comme ce qui dirige les internautes vers votre site web. Donc, ça peut être la recherche organique, genre la personne vient à partir des résultats de recherche dans Google, comme je l'ai dit précédemment. Ça peut être via un CPC, de la publicité, notamment Google Analytics, soit Bing Ads. Ça peut être du référent, genre peut-être vous avez votre site web et puis Bene Web TV fait un article sur votre entreprise ou bien sur votre business et mentionne par exemple dans cet article votre site web. Donc, les utilisateurs qui viendront, quand des utilisateurs viendront à partir de ce lien, genre en cliquant sur le lien de votre site web que Bene Web TV a mis dans son article, et dans ce moment, à partir de ce moment, Bene Web TV deviendra un site référent. Donc, c'est le site référent que Google dessine par référent. Ou soit vous avez envoyé des emails. Donc, si vous envoyez des emails et qu'il y a des liens dedans, et si les gens cliquent sur les liens, ils viennent. Donc, vous pouvez aussi savoir qu'ils viennent de... Et les autres ou bien non définis renvoie aux utilisateurs arrivant sur votre site en saisissant l'URL directement. Après, source donne plus d'informations sur le support. Exemple, si le support est site référent, la source alors est l'URL du site qui a dirigé l'utilisateur vers le site. S'il s'agit des résultats, la source, par exemple, dans le cas de Bene Web TV, la source est, comment appelle-t-on? La source est
est l'adresse web sur laquelle, de l'article de votre de l'article dans lequel Bene Web TV parle de vous, et le support reste le référent. Après, nous avons vu le comportement des utilisateurs sur vos différentes pages. Donc, on a vu les pages de destination, les pages de sortie. Et on a, avec l'outil vue d'ensemble. Donc, avec l'outil vue d'ensemble, on a pu voir tout à l'heure les différentes interactions que les utilisateurs font avec les différentes pages qu'il y a sur un site web. Donc, on vient de finir les principaux rapports. Nous allons maintenant voir mesurer vos objectifs et traquer vos canaux. Alors, mettre en place des objectifs. Les objectifs sont les actions que vous souhaitez que les utilisateurs effectuent sur votre site Internet. Un internaute réalisant votre objectif effectue une conversion, comme s'abonner à une newsletter ou faire un achat. Vous devez être administrateur de la vue ou vous souhaitez activer les objectifs dans Analytics. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, je vais retourner dans... on va finir avec ce truc-là, ce slide. On va retourner dans Google Analytics pour mieux expliquer tout ça. Vous devez être administrateur. Il y en a un maximum 20 autorisés par vue. Donc, vous allez dans panneau d'administration, vue, objectif, nouvel objectif pour créer Donc, je vais dans administration. Donc, une fois dans l'administration, vous devez savoir que dans l'administration, vous pouvez ajouter des utilisateurs. Par exemple, ici, à l'aide de ce bouton, en cliquant ici, vous allez voir tous les utilisateurs qui sont là. Vous pouvez en supprimer et vous pouvez en ajouter. Ça fonctionne exactement comme les pages Facebook où on peut ajouter des utilisateurs, bien des administrateurs, des éditeurs, des modérateurs. Donc, ici, c'est le même système, juste que les appellations changent un peu. On a ici, par exemple, les analystes qui, eux, sont autorisés à apprécier les différents chiffres. On a d'autres qui sont autorisés à modifier la structuration. Il y a d'autres qui peuvent définir des objectifs, des trucs là. Donc voilà, ici on est dans une vue. Sur cette, pour ce truc-là, pour cette propriété par exemple, j'ai 4 vues. Donc, j'ai une vue Add 10, une vue native, la vue de base, ma vue test et ma vue maîtresse. Donc, là, vous cliquez sur objectif, nouvel objectif. Voilà, nouvel objectif. Et donc, vous allez remplir passer une commande, s'enregistrer en ligne. Par exemple, si vous choisissez on choisit par exemple s'enregistrer en ligne. Ça peut être créer un compte ou s'enregistrer en ligne et donc, voilà, personne pour rentrer les informations et puis continuer, créer un compte, objectif. Donc, par exemple, une fois qu'on a créé un compte là, par exemple, généralement, quand vous allez sur un site web et il y a créé un compte, quand on fait créer un compte, une fois que le compte est créé, soit vous arrivez sur une page où on vous dit comment on appelle-t-on, d'aller dans votre email et de cliquer sur un lien pour valider
votre compte, l'inscription, ou valider, ou directement ça vous dit merci de vous être inscrit, si c'était le cas d'une inscription à une newsletter. Donc, quand vous faites ça, vous allez mettre détermination. La détermination peut être, genre, par exemple, la page qui va s'afficher après avoir cliqué sur remplir le formulaire, s'inscrire, tout ça là. Et vous faites continuer. Et après, vous allez détailler les objectifs. Vous allez définir, voilà. Vous allez enregistrer, mettre donner l'adresse de la page. Par exemple, si c'est la personne s'inscrit à une newsletter, la page sur laquelle vous le remerciez. Donc, vous allez mettre ça là. Donc, chaque fois que cette page va s'afficher, Google va voir que l'utilisateur a rempli un objectif et va considérer que cet utilisateur a rempli un objectif. Et alors, vous aurez alors, à partir de ce moment, les taux ou bien les statistiques d'objectifs en fonction du nombre d'utilisateurs qui ont rempli ou bien atteint cet objectif sur le nombre total des utilisateurs qui ont visité ou bien utilisé votre site. Donc, pour les filtres aussi, mais pour les filtres, on aura besoin des tags, des tags pour mieux traquer les filtres. Donc, voilà un peu comment ça se passe au niveau des vues et la mise en place des objectifs. Alors, on a vu tout à l'heure, Analytics offre 4 objectifs prédéfinis: la destination, la durée, page ou écran, événement. Donc, accès de l'utilisateur à une certaine page. Par exemple, dans la plupart des cas, les pages merci, les pages de remerciement après une inscription à un newsletter, ce n'est pas des pages qui sont directement visibles sur le site, c'est des pages qui sont visibles après avoir accompli une action telle que s'inscrire, cliquer. Donc, il y a ça. Il y a la durée de l'utilisateur sur une session. Il y a des pages sur lesquelles l'action consiste peut-être à ne pas fermer la page avant un certain délai, histoire de soit regarder une vidéo, de remplir un formulaire ou un questionnaire, ou bien de faire une action précise. Donc, quand la personne attend jusqu'à la fin de la durée que vous avez déterminée, ou soit la fin d'une session, genre 30 minutes. Donc, à partir de ce moment, Google va considérer que l'objectif est atteint. Page ou écran, genre nombre de pages ou écrans vus lors d'une session. Si un de vos objectifs est que la personne puisse voir 3 à 4 pages pendant une section, alors vous pouvez aussi traquer ça. Et le dernier, c'est les événements. Donc, ces événements, comme je l'ai dit tout à l'heure, on aura besoin de tags supplémentaires. Et pour le faire, on aura besoin de Google Tag Manager, qui est aussi un autre outil de Google, et un outil qu'on peut même d'ailleurs associer à Google Analytics. Entre parenthèses, on peut aussi associer Google Analytics à Google Search Console. C'est l'une des avantages des outils Google. Ça permet de lier tous les outils entre eux, que ce soit le Google Ads, Google Analytics, Google Search Console, Google Tag Manager. Et ça vous permet de traquer les données d'une plateforme à une autre en fonction de leurs spécificités. Et ça vous permet de mieux apprécier l'ensemble de vos efforts marketing et SEO et autres. Donc, voilà plus en détail la mise en place des objectifs. Donc, là, on doit mettre le site web
si est égal à est sélectionné, l'URL de la page de destination doit être exactement identique à ce qui est indiqué dans le champ. Entrez le montant de chaque conversion. Cela ne fonctionne que si la conversion amène de la valeur à votre activité. Par exemple, si c'est un achat, par exemple, d'un produit fixe sur cette page-là, donc vous pouvez le traquer et dire à Google, chaque fois que la personne clique sur ce bouton et cette page-là apparaît, ça veut dire que la personne a payé un truc pour une valeur de 100 000 francs. Donc, chaque fois, Google va comptabiliser ça. Et comme on l'a vu dans les rapports de conversion tout à l'heure, en bas, vous aurez pas type de nombre d'objectifs que vous avez défini. Vous aurez le chiffre d'affaires proportionnel y référent. Après, notez que pour créer un schéma d'entonnoir, seul l'objectif de destination peut être sélectionné. Activez obligatoirement si la première étape est obligatoire. Vous retrouverez l'entonnoir de conversion dans les rapports de conversion objectif schéma de l'entonnoir. Cliquez sur vérifier cet objectif pour confirmer que l'objectif est défini correctement en fonction des données des 7 derniers jours. Comme je l'ai dit, par exemple, la vue test, c'est sur la vue test qu'on fait la configuration des objectifs ou bien des filtres dans un premier temps pour pouvoir s'assurer que ça marche correctement. Une fois qu'on est sûr que ça marche, on reporte toute cette configuration sur la vue maîtresse pour pouvoir traquer les résultats de cette configuration sur la vue maîtresse. Donc, suivi des campagnes marketing hors Google AdWords. Donc, si par exemple, vous lancez des campagnes marketing hors Google AdWords, genre tout ce que Google AdWords, toutes vos campagnes dans Google AdWords sont traquées de façon automatique par Google Analytics. Maintenant, si vous faites d'autres types de campagnes qui ne sont pas dans Google AdWords, vous aurez besoin de ce qu'on appelle les tags. Donc, voilà un peu comment, si vous suivez vous configurez, voilà un peu comment ça va se concrétiser. Nous aurons les sources. Google va indiquer les sources. Après, va indiquer les supports et le nom de la campagne. Donc, par exemple, ça peut être, si c'est une campagne de marketing d'influence, vous pouvez le nommer, par exemple, marketing d'influence et vous aurez le nom de l'influenceur. Par exemple, si on prend la Sobeva qui fait un truc avec Fanico qui est l'un de leurs influenceurs, il peut faire un truc et mettre sous ça peut-être le site web ou bien un truc sur un support que Panico maîtrise. J'ai pris l'exemple là au pif. Hein. Ou soit, bon, revenons à peut-être Bénin Web TV par exemple. Donc voilà, on a notre source qui est Bénin Web TV. On aura comment appelle-t-on le support. Le support peut être soit l'email, la liste email de Bénin Web TV, ou soit directement l'adresse d'un article sur Bénin Web TV. Et puis l'intitulé de la campagne, par exemple, si c'est en décembre 2018, Noël 2018, donc on met le nom de la campagne, puisqu'on peut lancer plusieurs campagnes en gardant le même schéma. Donc, voilà. Donc, les paramètres, on a les paramètres thème et content qui sont
facultatifs et les paramètres obligatoires sont UTM source, UTM medium et puis UTM campagne. Comment distinguer les pages? Okay. Ok, on va répondre à toutes ces questions tout à l'heure. Donc voilà, suivi des campagnes marketing hors Google. Nous avons les variables, les sources Facebook, MailChimp, les sites web, etc. Et puis nous avons les supports qui peuvent être organiques, CPC, CPM, social. Et puis nous avons le nom des campagnes, les thèmes des campagnes et les contenus. Donc, après, il y a des outils de création d'URL, de campagnes spécialisées que vous pouvez trouver sur Internet selon comment vous configurez votre pipeline ou bien votre schéma ou entonnoir de conversion. Donc, dans tout ça, nous avons les symboles pour introduire chaque variable qui est le point d'interrogation, symbole à insérer entre chaque variable qui est le signe et puis on ne met pas d'espace ni d'accent dans les URL. Alors, on a le cas des campagnes Google Ads. Vous devez être administrateur des deux comptes. Donc, quand vous êtes administrateur des deux comptes, vous allez dans admin, vous allez sur la propriété et puis vous faites une association Google AdWords. Donc, tous les comptes Google Ads associés à votre compte Google s'afficheront automatiquement. Et vous allez choisir. Après, ce trafic apparaît ensuite comme source support Google CPC ainsi que dans la section acquisition Google Ads. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les campagnes Google AdWords, vous n'aurez qu'à associer les deux comptes Google Ads et puis Google Analytics pour que les données de l'un se reportent directement dans l'autre pour vous permettre d'apprécier plus facilement vos chiffres, de la performance de vos campagnes Google Ads. Alors là, on est arrivé à la fin. On est arrivé à la fin de la présentation. On va passer à l'étape des questions-réponses. Après l'étape des questions-réponses, nous allons, j'ai préparé quelques quiz. C'est des quiz qu'on trouve quand on veut passer la certification Google Analytics. La certification, elle est payante, elle est exclusivement en anglais et elle est valable pour un an. Donc, avant qu'on ne passe au quiz, je propose qu'on réponde aux différentes questions, les questions que vous avez laissées et puis si vous avez d'autres types de questions. Donc, je vais d'abord commencer par lire les questions qu'il y avait dedans. Il y a Zoom Agro qui disait qu'il était bloqué à ce niveau, genre au niveau comment l'appelle-t-on, de l'intégration du truc. Après, il a demandé comment distinguer les pages, puisque cela s'affiche via les liens d'un article. Alors, si vous permettez, je peux poser les questions directement. Oui, ok, vas-y. Au fait, souvent, d'habitude, on dit page. Mais moi, je constate que quand, même dans le Google Analytics, on dit page, c'est un article, ils prennent comme référence et puis c'est ça la page. Maintenant, aujourd'hui, quand j'ai cliqué, après vos explications, j'ai compris que, au fait, la page n'est qu'un article affiché
sur votre site web. Je voudrais Euh, savoir si c'est vrai ou c'est faux. le truc est que quand tu parles d'article, l'article, Google ne connaît pas, ne distingue pas article de page. Tu vois? Pour Google, tout ce qui s'affiche, quand un lien correspond à une page, et quand on dit une page web, ça équivaut à un URL. Que ce soit vidéo qui soit sur la page, que ce soit un article, que ce soit des statistiques sur Internet, tout ça là est considéré comme des pages. Tu comprends? Oui, c'est maintenant j'ai compris. Sinon, avant, il y Là, avait de confusion. voilà, l'article est un contenu sur la page. La vidéo est un contenu sur la page. La page étant le contenant. C'est bon? Oui, oui, c'est compris. Merci. Après, vous avez parlé de l'intégration du code JavaScript, du code de tracking sur votre site web. Oui, oui. Votre site web, vous l'avez codé nativement ou c'est avec WordPress, Joomla, PrestaShop, bien quoi? Bon, d'abord, je rappelle, je ne suis pas programmeur de formation, je suis agronome de formation, mais c'est fait avec et WordPress. Mais seulement que j'ai fait l'examen de Google Atelier numérique, donc je connais peut-être les vocabulaires, mais je me trompe souvent. Donc, pour expliquer quelque chose à quelqu'un comme moi, essayez d'être plus simple possible. Bon, Merci. si tu utilises Google, si tu utilises, comment on appelle-t-on, WordPress, je vais te conseiller de télécharger l'extension Google SiteKit. Le plugin Google SiteKit, tu l'installes sur ton site web, tu cliques dessus, tu l'actives. Une fois que c'est activé, tu vas voir, ça va te demander de te connecter à un Gmail. Donc, tu te connectes à un Gmail et tu choisis Google Analytics. Tu te connectes. Une fois que tu es connecté à un Gmail, ça va récupérer automatiquement le code de tracking. Ça va récupérer de façon automatique le code de tracking. Ça récupère le code de tracking, donc tu n'auras plus besoin de copier le code et d'aller mettre sur ton site. Et accessoirement, ça va te permettre aussi de configurer Google AdSense. Genre, si tu as mis en place Google AdSense pour diffuser de la publicité sur ton site, tu peux aussi connecter ça. Tu peux aussi connecter Google Insight Speed. Donc, Google Site Kit. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà un peu. Donc, Google, SiteKit by Google. Donc, c'est un plugin WordPress qui permet facilement l'intégration et mieux, ça te permet aussi de suivre directement euh, tout ce qu'on a vu, un peu les différents chiffres, les différentes statistiques. Tu pourras le suivre directement depuis le plugin, depuis ton site web. Donc, tu n'auras pas forcément besoin de te connecter sur Google Analytics pour pouvoir apprécier tes chiffres. Je ne sais pas si ça répond à tes questions. Maintenant, il y a aussi une autre manière de le faire. C'est comment appelle-t-on? Si tu utilises des plugins dédiés au SEO, genre de type Yoast ou de type SEO Press. Mais moi, bon, si tu parles français, si tu parles uniquement français, moi, je te recommanderais beaucoup plus SEO Press puisque c'est en français et puis c'est facile à utiliser, ça a pas mal de fonctionnalités et puis ça coûte bien moins cher par rapport à comment on appelle-t-on, à Yoast et consorts. Donc, je vais peut-être, quand je vais vouloir vous envoyer le support, je vais
je vais vous envoyer le lien de ces différents outils aussi pour que vous puissiez les tester. Il y avait quelqu'un qui a levé la main tout à l'heure. Si la personne peut activer son micro et poser sa question. Alors, il n'y a plus de questions. Zoom Agro, je crois que, j'espère que j'ai répondu à tes inquiétudes, hein. Oui, oui, oui. Oui, seulement que sur le point pratique, peut-être après, je vais me retrouver. Mais vous avez répondu à mes questions. Merci beaucoup. OK. Fola n'a pas de questions. Tino, pas de questions. Vermont. Oui, Fola, vas-y, si tu as une question, vas-y, Bon, il n'y a pas de questions, non. Je crois qu'on va continuer avec les quiz et puis... Allô? Oui. Bon, sinon, en attendant les quiz, j'ai des questions pratiques ou bien c'est après les quiz, on va poser les questions, genre pour la suite et autres. Vas-y, pose la question. Pose ta question. Ok. D'abord, une fois encore, merci pour cette opportunité. Il y a longtemps, je m'amusais à faire des trucs comme ça, mais de façon opérationnelle, je n'arrive pas, étant donné que je ne suis pas du domaine. Maintenant, ma question, c'est de savoir si après ça, c'est quoi la suite? Est-ce qu'on ne peut pas organiser une formation pratique ou présentielle sur des questions comme ça? Oui, c'est envisageable et on peut le faire. On peut le faire. Peut-être qu'on va en parler après. Il y a le numéro qui est sur le visuel. Tu peux écrire au numéro. On va en parler. On va voir si on peut trouver. Si nous, on a des gens qui sont intéressés, on peut faire des formations en présentiel sur ce sujet comme sur d'autres outils ou plus généralement d'autres techniques. Mais de façon continue, chaque 2 semaines, nous, on organise des webinaires. Il y a notre liste de diffusion, que ce soit sur WhatsApp ou que ce soit par mail. Nous abordons des sujets de petites thématiques que nous partageons avec nos abonnés. Donc, il n'y a pas de souci. Aussi, nous faisons des formations de mise à niveau dans les entreprises. Donc, les formations telles que tu l'envisages, c'est bien possible. D'accord, merci beaucoup. Donc, s'il n'y a plus de... Ah, ok. Fola dit que c'est bien, tout est clair à son niveau. Ok, donc j'espère qu'il va pouvoir nous aider à bien répondre au quiz tout à l'heure.
Bon, j'ai traduit les, les quiz en français, sinon c'est en anglais. Donc, on a la première, quelle proposition correspond à la structure hiérarchique d'un compte Google Analytics de haut en bas? La première proposition, c'est vue, compte, propriété. La deuxième, c'est propriété, compte, vue. La troisième, c'est compte, vue, propriété. Et la quatrième, c'est compte, propriété, vue. Qui veut bien répondre? La structure de Google, la structure hiérarchique d'un compte Google Analytics de haut en bas. Qui veut s'y essayer? On est là pour apprendre. Ça me permet juste, c'est juste pour voir si ceux dont on a parlé, est-ce que vous avez déjà gardé, bon, même si c'est à chaud, vous avez gardé quelque chose ou pas. Personne ne veut jouer le jeu? Ah oui, il y a. Fola, bon, c'est tout clair à mon niveau et il a mis 2. Qui d'autre? Qui d'autre? Zoomagro, tu veux pas t'essayer? Vermont? Oui? Zoomagro 4. Vermont? Ok, bon. C'est Zoomagro qui a raison. La structure, c'est d'abord un compte. Après, ensuite viennent les propriétés. Et après les propriétés, nous avons les vues. Donc, ce n'était pas exactement le 2 comme l'a dit Fola. C'est bien compte, propriété, vue. Donc, on va revoir ça dans le... Voilà. Non, voilà. Donc, ici, comme on peut le voir ici dans le panneau d'administration, on a compte. Donc, je peux choisir l'un des différents comptes. Actuellement, moi, j'ai 4 comptes. Après les comptes, nous avons les vues et les propriétés du moins. Voilà. Sur ce compte, j'ai 2 propriétés. Et sur cette propriété, j'ai 4 vues. Donc, c'est compte, propriété, vue, la structure euh, hiérarchique d'un compte Google Analytics de haut vers le bas. Après, la question suivante, la question qui suit. Par défaut, à quel moment une session se termine-t-elle dans Google Analytics? Au bout de 30 minutes, quelle que soit l'activité de l'utilisateur sur votre site, lorsque l'utilisateur ouvre une autre fenêtre du navigateur sur, sur votre site, lorsque l'utilisateur est inactif pendant 30 minutes ou plus, ou ferme la fenêtre de navigation. Qui veut s'essayer? Personne? Zoomagro 3. Ouais, c'est bien
le 3, la bonne réponse. Pourquoi faut-il conserver une vue non filtrée lorsque vous utilisez des filtres dans Google Analytics? 1. Afin de toujours accéder aux données d'origine, afin de configurer des objectifs, afin d'utiliser les filtres pour plusieurs vues. Vous n'avez aucune raison de garder une vue non filtrée. Qui veut répondre? Oui. Voilà, oui, c'est bien le 1 pour toujours avoir accès aux données d'origine. Donc, la question suivante. Qu'est-ce que le taux de rebond dans Google Analytics? 1. Nombre de retours d'utilisateurs uniques sur votre site web pendant une période donnée. Pourcentage de sessions au cours desquelles un utilisateur quitte votre page d'accueil. 3. Pourcentage de sortie totale du site. 4. Pourcentage de visites au cours desquelles un utilisateur a accédé à votre site web et l'a quitté sans générer aucune interaction. Fola a répondu 1. Zoomagro a répondu 4. Ok, bon, c'est Zoomagro qui a raison, c'est le 4. Le 1 dit quoi? Le nombre d'utilisateurs uniques sur votre site web pendant une période donnée. Non, c'est pas ça. Le taux de rebond d'argent, la personne vient sur votre site, sur une page de votre site. Après cette page, il ne va plus voir d'autres pages. Donc, c'est là où on parle de rebond. Et c'est l'ensemble des utilisateurs qui se sont comportés comme ça qui permet de déterminer le taux de rebond. Ce qui fait que c'est le pourcentage de visites au cours desquelles un utilisateur a accédé à votre site web et l'a quitté sans générer aucune interaction. Ici, une question de précision. Oui. Par exemple, je suppose que c'est pour la première fois que je viens sur le site. J'ai lu l'article, je suis reparti. On a vu mon taux de rebond. Est-ce que si je reviens encore une autre fois, on va considérer ça et je lis un autre article et je retourne? C'est toujours taux de rebond, mais le fait que je suis venu une fois, on m'a déjà considéré, on ne va plus me reconsidérer. Bon, pour te répondre, on va relire la définition de tout à l'heure. Là, on dit quoi? Pourcentage de visites au cours desquelles un utilisateur a accédé. Tu as dit que tu es venu une première fois et tu as lu, tu es reparti et tu es revenu. Tu es venu une première fois, ça fait une visite. Tu es reparti, tu es revenu, ça fait une autre visite. Ça fait 2 sections distinctes. Donc, ça veut dire quoi? Oui. Chaque fois, ça sera concis. Chaque fois, en fonctionnant comme ça, tu viens, chaque fois, tu vois une seule page et tu pars, ce sera toujours considéré comme un rebond et ce sera comptabilisé dans le taux de rebond.
D'accord. Parce que ici, pour qu'il n'y ait pas, pour que tu ne sois pas considéré comme taux de rebond, les visites des pages doivent être successives. Donc, tu visites une page, tu visites deux pages. Là, tu sors du rebond. Tu visites une page, deux pages, trois pages, tu sors du rebond. Mais si c'est une page et tu vas, tu mets fin à la section, tu reviens dans une nouvelle section, ce sera toujours considéré comme, comment appelle-t-on, des rebonds. Mais par contre, tu ne seras plus considéré, tu ne seras plus forcément considéré comme un nouveau utilisateur. Du moment où tu n'as pas effacé les cookies sur ton navigateur. Tant que les cookies sur ton navigateur restent intacts, ton comportement sera comptabilisé comme rebond, mais tu ne seras pas comptabilisé comme nouveau utilisateur, puisqu'il y a les cookies qui sont stockés dans ton navigateur qui vont dire à Google Analytics, attention, c'est un utilisateur qu'on a déjà identifié. Très bien compris. OK. Donc, je crois que ça doit être les deux dernières questions. Alors, quel rapport répertorie les pages d'un site web sur lesquels les utilisateurs sont d'abord arrivés? Oui, voilà, oui, c'est la bonne réponse. C'est les pages de destination. Et on a vu que les pages de destination sont les pages sur lesquelles les gens arrivent. Et puis, on a après les pages de sortie sont les pages à partir desquelles ils sortent. Donc, si on doit revenir un peu en arrière par rapport à ce qu'on a dit par rapport au taux de rebond, dans le cas d'un taux de rebond, la page de destination est égale à la page de sortie. Si on est bien d'accord. Si genre Oui, Zimago, oui, voilà. oui, Donc voilà. oui. Et après, quel rapport devez-vous examiner pour savoir si les utilisateurs quittent les pages importantes de votre site? Personne n'a la réponse? Ouais, Zoomaro a mis une page de sortie, la réponse 3. C'est exactement la réponse 3, ce qui nous permet de voir si les gens ne quittent pas les pages importantes du site. Ah, bon, voilà. Je crois que voilà. Là, on rentre un peu dans un peu de technique. Supposons que l'objectif d'URL merci et le type de correspondance commence par est défini pour Google Merchandise Store. Parmi les pages suivantes, lesquelles seront comptabilisées comme des objectifs sur Google Merchandise Store? Vous êtes là? Vous êtes là? Oui, oui. Moi, je propose la réponse 3.
Euh, bon, c'est pas tout à fait ça. C'est le 4. Parce qu'on a dit quoi? L'objectif de l'URL est merci. Peut-être de dire merci. Ah, c'est vrai. Et, et le type de correspondance qu'on a fixé dans Google, on a dit commence par. Dans Google, on a commence par et on a égal à. Quand tu choisis égal, si c'est égal, donc ça veut dire que l'URL doit être exactement égal à l'URL que tu as entré ou bien à ce que tu as entré. Maintenant, quand tu choisis commence par, ça peut être merci, HTML, merci, PHP, merci, reçu, peu importe. Vu qu'il y a merci dedans, Google Analytics va compter ça comme objectif atteint. Pourquoi? Il peut arriver que peut-être au lieu de créer des objectifs pour différents types de formulaires, peut-être les formulaires où, par exemple, la personne s'inscrit à une liste de diffusion et à la page de remerciement, comment tu nommes ça? Merci, voilà, merci de vous être inscrit et tu le remercies sur cette page. Et on prend un autre cas, un formulaire de contact où la personne contacte ton entreprise pour poser des questions, bien prendre des renseignements et tout. Et il valide. Tu peux aussi, une nouvelle page peut venir et tu vas toujours commencer par merci, mais ça peut être merci-contact. Comme merci, on a ici merci-reçu. Mais sur cette page, tu lui dis merci, voilà, votre demande a été bien prise en compte. Nous allons vous revenir dès que possible. Et tu ajoutes les formules de civilité. Au lieu de traquer ces différents types de trucs, d'actions ou bien d'actions ou bien d'objectifs un à un, tu peux créer un même objectif pour tout ça là, pour traquer tout ça là. Donc, dans ce cas, tu n'as pas besoin de spécifier, comment appelle-t-on, nommément l'URL à traquer. Tu mets juste ce par quoi ça commence et tu t'assures que tous les autres URL que tu aimerais traquer dans la même catégorie, que ça commence par merci. Donc, dans le cas d'espèce, c'est tous les trois réponses qui sont pertinentes. C'est bon? Oui, oui, oui. Alors, après, nous avons quelles sont les trois balises UTM dont Google Analytics a besoin pour effectuer correctement le suivi d'une campagne marketing? C'est... non, c'est pas le un. C'est pas le un. Je propose le 3. Non, non plus. Ce n'est pas non plus le 3. On est sur cette question-là. Quelles sont les trois balises UTM
dont Google Analytics a besoin pour effectuer correctement le suivi d'une campagne marketing. Fola, tu veux nous aider? Fola propose le 3. Malheureusement, ce n'est pas non plus le 3, c'est le 2. Support, source et campagne. Support, source et campagne. C'est le 2. Support, source et campagne. C'est les 3 balises dont Google Analytics a besoin pour faire le suivi des campagnes. Ok, bon, on est arrivé complètement à la fin, à moins que vous avez encore des questions. Si vous n'avez pas de questions, le prochain webinaire sera pour le 7 octobre et on verra 5 raisons d'être présent sur les réseaux sociaux pour un cabinet d'expertise comptable. Après, le 28 octobre, nous aurons les top 5 de leviers SEA pour booster votre chiffre d'affaires. Les 5 leviers sont Google, Amazon, Facebook, Bing et YouTube. Ce sera 28 octobre. Là, on va beaucoup plus... il s'agira essentiellement de parler des campagnes de publicité payantes. SEA, genre Search Engine Advertising. Donc, c'est de ça qu'il s'agira. Bon, voilà. Donc, après, au fur et à mesure, on va vous informer des autres thématiques, ou bien des webinaires, ou bien des ateliers, ou bien des groupes de travail à venir. Donc, si vous n'avez plus de questions, je crois qu'on va... Bon, si personne n'a d'autres questions, je crois que nous allons clôturer le webinaire de ce jour. Vraiment, merci d'avoir pris le temps de participer. Si vous êtes resté jusqu'à cette heure-ci, je me dis franchement que c'est parce que le sujet vous intéresse, malgré que c'est un samedi. Vous avez pris le temps de rester. Ça me fait, c'est vraiment important pour moi et de savoir que le sujet vous a intéressé. Vous étiez une cinquantaine à être inscrits pour ce webinaire, mais je crois que vous étiez seulement 6 à vous connecter, puis vous êtes restés 3
jusqu'à la fin. Donc, vraiment, merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez porté à ce webinaire et j'espère vous retrouver prochainement. En plus, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, que ça peut être moi, ça peut être quelqu'un de mon équipe ou soit ça peut être des partenaires avec qui nous travaillons à l'extérieur, tant sur le plan africain que le plan européen ou américain. Pourquoi pas donner des idées de sujets qui peuvent vous intéresser et nous allons voir comment organiser des séances de partage autour de ces thèmes. Merci et passez bonne soirée. Ok, merci beaucoup et merci pour votre disponibilité. Moi, j'ai beaucoup appris, je vais apprendre mieux encore. Merci. Ok, bonne soirée, à la prochaine.